Et là, dans un immeuble coincé entre deux blocs, se trouve l'IRTS, l'Institut Régional du Travail Social. Et j'y arrive pour commencer ma formation d'assistante sociale. Ah oui, mais il ne faut pas que je commence par là. Non, il faut que je vous dise d'où je viens. Alors moi, je viens de Saint-Maurice. Pas l'île Maurice, hein. Saint-Maurice. C'est un tout petit village entre le 2e et le 3e plateau du Jura, du massif jurassien. Un village de 200 âmes où il y a des paysans, des bûcherons. Et dans ce village, donc moi je suis issue d'une famille, je suis l'aînée de 3 enfants. Et dans cette famille, donc il y a mon papa. Alors mon papa, c'est un gars pas très grand, avec les mains du menuisier, les mains qui sont travaillées par le travail. Un gros bouc, un regard bleu océan. Et mon papa, il est artisan, menuisier, ébéniste. C'est le fils d'une famille de 6 enfants, d'immigrés italiens, une famille de maçons. Mon papa, c'est le fils qui n'a pas suivi ce que son père avait décidé pour lui. Et donc mon père, c'est un taiseux. Mais alors c'est un taiseux bosseur. Quand j'étais gamine, mon père, je l'ai toujours entendu dire, le travail passe avant tout. Partir en vacances, non, on verra ça plus tard, on verra ça à la retraite, quoi. Fabriquer le meuble de cuisine que ma mère lui demandait depuis son mariage, on verra ça plus tard. Le travail passe avant tout. Et alors c'était le travail qui passait avant tout et c'était le beau travail. J'ai des souvenirs de mon père qui passait des heures à côté des escaliers qu'il avait à fabriquer, à imaginer du coup le meuble qu'il allait fabriquer d'un client qui lui avait demandé. Et il était reconnu dans le village pour ça, pour ce beau travail qu'il faisait. Alors mon père, c'était un taiseux, mais alors un taiseux rêveur. Ou quand, au moment du casse-croûte, à la pause du matin, quand il remontait de l'atelier, c'était avec Rahan, c'était avec les romans fantastiques ou les romans historiques qui s'évadaient. Chez moi, quand j'étais gamine, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Par contre, il y a eu toujours beaucoup de livres. Puis alors mon père c'était un taiseux, mais alors un taiseux engagé. Quand il revenait de réunion de conseil municipal où il racontait sa dernière prise de bec avec le maire ou avec l'adjoint, j'ai souvenir qu'il ne fallait pas venir le chatouiller, quoi. Ou alors ce papa engagé, c'était aussi quand dans la famille du côté de ma maman, c'était une famille de paysans. Et donc au repas de famille, il y avait d'un côté de la table le pépé entouré de ses 4 gendres, à l'autre bout de la table, la mémé entourée de ses 4 filles. Alors la mémé, les filles qui se levaient, qui allaient chercher les plats, qui les ramenaient et tout ça. Et moi, quand j'étais assez grande pour venir à la table des grands, j'étais au milieu de tout ce monde-là. Et j'observais. Et dans tout repas de famille, il y a toujours un moment où on va parler politique. Et alors là, quand je voyais mon père, qui avait applaudi à l'élection de Mitterrand, qui se retrouvait face à mon pépé, fidèle gaulliste, entouré de ses gendres paysans plutôt de droite, le ton montait, jusqu'à ce que la mémé sorte une bonne bouteille de derrière les fagots pour apaiser tout ça. Et donc dans cette famille-là, du côté de ma maman, cette famille de paysans, donc ma maman, c'est une femme généreuse. Ma maman, elle a... Après son bac, déjà elle a aidé ses parents à la ferme, et puis après elle a travaillé comme ouvrière en lunetterie. Elle a ensuite été femme d'artisan, a aidé mon père à l'atelier de menuiserie, et puis elle est devenue assistante familiale, famille d'accueil. Elle a accueilli des enfants placés par l'aide sociale à l'enfance. Elle a fait ça pendant 20 ans, jusqu'à l'année dernière. Et alors, avec cette maman, dans cette maison de mon enfance, moi j'ai des souvenirs d'une maison qui était toujours remplie de gamins, quoi. Où j'ai des souvenirs de goûters gargantuesques, où il y avait des mômes, il y avait les cousins qui étaient là, les enfants dont les parents bossaient à l'extérieur du village, tout le monde se réunissait là, ça braillait dans tous les sens, et il y avait beaucoup de vie, quoi. Jusqu'à ce que cette maman, elle en fasse son métier, à accueillir chez nous des enfants cabossés par la vie, quoi. Et avec cette maman, c'est vraiment le souci du bien-être d'autrui qu'elle incarnait pour moi. Le souci du bien-être d'autrui, quelquefois au détriment du sien. C'est ça qu'elle m'a transmis, ma maman.
Et de cette enfance, moi j'en garde un souvenir d'une vie dure, où il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais alors qui était empreinte de belles valeurs. J'en ai des souvenirs de cabanes dans les noisetiers, d'une enfance assez dorée. Et il arrive le jour où j'ai eu mon bac, qui clôturait un peu cette enfance-là. Et là, mon père m'appelle dans la cuisine. Il est adossé contre le buffet de la cuisine. Et il m'appelle, il a les larmes aux yeux. Et il me tend un billet de 100 francs. Et là, il me dit, tu sais, on est fiers de toi. Nous, on n'a pas pu faire les études qu'on pouvait. Moi, quand je ne voulais pas faire ce que mon père voulait que... Je ne voulais pas faire comptable comme mon père me destinait à faire. Du coup, je suis partie en apprentissage, en charpente, et j'ai commencé à travailler jeune. Ta mère, elle aurait voulu être éduque, mais après son bac, le pépé, il a eu son accident de moto, il a fallu qu'elle reste à la ferme pour aider à la ferme. Toi, tu as cette chance. Et on va tout faire pour te payer les études que tu mérites. Alors, quelques années plus tard, en fait, j'ai compris que là, j'avais une sacrée mission confiée par mes parents, c'était celle de grimper dans l'ascenseur social. Donc c'est en ça qu'après le bac, venant de Saint-Maurice, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors je m'inscris à la fac de droit de Besançon, je m'inscris à un DUG, connaissance du monde contemporain. C'était un DUG où il y avait du droit, de l'économie, enfin des trucs où je me suis dit, en fait ça, voilà, j'ai compris ce qui me manque moi, c'est de la culture générale pour grimper l'ascenseur social. Donc je rentre avec cette idée de, bah voilà, là je vais aller engranger de la culture générale quoi, pour monter l'ascenseur. Alors, sauf que quand j'arrive dans ces immenses amphis à la fac de Besançon, où je me retrouve juste perdue dans ces amphis où je suis entourée de fils d'avocats, de médecins, et où je sens que la mentalité, en fait, c'est du chacun pour soi, je me rends compte très vite que, en fait, j'ai juste l'impression de ne pas être à ma place, quoi. Et je me dis, mais je ne vais pas faire payer des études à mes parents pour de la culture générale. Non, il y a un moment, il faut que j'ai un métier rapidement et un métier qui soit utile. Et c'est là que donc j'entre à l'IRTS, on arrive à l'Institut régional de travail social et je commence la formation d'assistante sociale. Alors quand j'arrive dans cet endroit-là, je me retrouve entourée de gens de tous les âges, des gens plutôt cool, des bons fêtards, et puis des gens qui ont déjà un parcours d'engagement dans le travail ou militant assez affirmé. Quand j'arrive dans ce monde-là, je me dis, là, je sens que je vais être à ma place. Alors, c'est un monde qui me donne envie, même si je ne me sens pas très à l'aise, parce que moi, je débarque de Saint-Maurice, j'ai 19 ans. Je me dis, moi, je n'ai pas vécu d'expérience originale, je n'ai pas le bagou de certains, donc ça donne envie, mais bon. Mais je me dis, ouais, quand même, j'y vais, quoi. Et là, il y a Martine qui arrive. Martine, c'est la responsable de la filière assistante sociale dans cet organisme de formation. Alors Martine, c'est l'archétype de l'assistante sociale. Hein. Les petits souliers vernis, la jupe droite sous le genou, le chemisier col Claudine, un regard franc et le regard doux. Et Martine, elle dit, alors, ce que nous allons travailler aujourd'hui, ce sont en fait les règles de métier de l'assistante sociale, qui sont régies par le code de déontologie des assistants de services sociaux. Ce code de déontologie, il a été écrit par l'Association nationale des assistantes sociales en 1945. C'est vraiment le code qui va déterminer quelles sont vos missions, quel est votre métier. Où l'assistant social, il est au service de la personne humaine dans la société. Son intervention, elle vise à l'autonomie et à l'épanouissement des personnes et des groupes. L'intervention de l'assistant social, elle vise au développement des potentialités de chacun en le rendant acteur de son propre changement. Et elle vise enfin à l'adaptation réciproque entre l'individu et la société. Et c'est par le développement social local que l'assistant social, il concourt à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales et à améliorer les conditions de vie des personnes. Et pour remplir cette mission-là, ce code, il va déterminer les devoirs auxquels vous serez tenu en tant qu'assistant de service social. L'article 1er, il pose le devoir du respect de la dignité de la personne
qui doit fonder en toutes circonstances l'intervention de l'assistant social. L'article 2, il pose le devoir de la non-discrimination. C'est-à-dire que quelle que soit leur origine, leur couleur, leur sexe, leur situation, leur nationalité, leur religion, leur opinion politique, et quels que soient les sentiments que ces personnes vous inspirent, vous devrez mettre votre fonction à disposition de toutes ces personnes. L'article 3, il pose le devoir de la confidentialité, où l'établissement d'une relation professionnelle basée sur la confiance va faire de vous le confident nécessaire, qui est reconnu comme tel par la jurisprudence et la doctrine. L'article 4 pose le devoir du secret professionnel, c'est-à-dire que vous avez une obligation de garder secrète toute information qui vous est partagée par une personne, sous peine de condamnation au pénal. Sauf exception dans le cas de la protection des mineurs et de l'enfance, la maltraitance aux enfants. Et enfin, l'article 7, il pose le devoir de l'indépendance et de la liberté. C'est-à-dire que l'assistant social, il ne peut accepter de travailler dans des conditions qui pourraient compromettre la qualité de ses interventions. Alors moi, quand j'entends Martine qui nous dit là, les règles de métier, je me dis wow, c'est du costaud, quoi. C'est un métier qui a du sens. C'est un métier qui est utile à l'autre, qui est utile à la société. C'est un métier qui se base complètement sur l'humain et qui fonde l'intervention sur la solidarité. Je me dis, ouais, je me sens fière d'arriver dans ce métier-là. J'ai un peu la trouille, mais je me dis, ok, le challenge, j'ai envie de le relever. Et donc, je me retrouve diplômée au bout de 3 ans, et là, je suis embauchée. Alors, je suis embauchée en tant qu'assistante sociale au service social de la sécurité sociale. Je voulais du social, là je suis servie. Et alors quand j'arrive à la Sécu, j'ai quand même ce truc de... Oui, alors, la Sécu, je vais quand même brasser du papier toute la journée, quoi. J'ai cette image qui me vient en tête. Mais au moment où j'arrive, en tant que jeune embauchée, on me donne le petit guide, la crâne mode d'emploi, qui est remis à tous les nouveaux salariés de la Sécu. Et là, quand je feuillette ce guide, il y a un chapitre qui parle de l'historique de la Sécu. Et je retourne voir un peu ça. Pour l'histoire de la Sécu, en fait, la Sécu, ça fait partie du programme du Conseil national de la résistance, qui voulait imaginer un plan complet de sécurité sociale pour mettre à l'abri la population des risques de la maladie, de la vieillesse, les risques liés à la famille et tous les risques professionnels, donc accidents du travail et maladies professionnelles. Et donc ce plan du Conseil national de la résistance, il a fini par exister par le biais de l'ordonnance de 1945. Cette ordonnance, elle pose vraiment le principe de la mise en place de systèmes de protection avec une construction qui était faite sur le principe de tu cotises en fonction de tes moyens et tu fais appel en fonction de tes besoins. Et l'autre principe fondateur de la Sécu, c'est que c'est un organisme qui est indépendant de l'État. C'est-à-dire qu'il va être géré pour 70% par les syndicats ouvriers et pour 30% par les syndicats patronaux. Ce mode de gestion-là, il a vraiment été mis en place dans l'ambition de pouvoir rééquilibrer les rapports de force entre les ouvriers et les patrons. Alors du coup, pareil, quand je relis ça sur l'histoire de la Sécu, je me dis, waouh, c'est... Quand même, quoi, c'est du costaud, quoi, hein, dans le terme d'histoire, là, c'est du... Ouais, il y a du lourd, quoi. Et du coup, alors, mon travail, assistante sociale au service social de la sécurité sociale, alors déjà, je voudrais vous poser la question, est-ce que vous saviez qu'il y avait des assistantes sociales à la Sécu? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez? Et pour le coup, qu'est-ce que vous croyez qu'elle fait, l'assistante sociale à la Sécu? Elle donne des aides. Elle donne des aides, ouais. Alors, elle donne, ouais. Non, ouais. C'est-à-dire qu'il y a 2 grandes missions dans ce travail-là, qui sont déjà d'informer et de guider les gens. Donc les gens, c'est
l'ensemble des salariés qui cotisent à la Sécu. Hein, les salariés du secteur privé, quoi. Voilà. Donc d'aider les personnes pour les renseigner et puis les guider dans ces méandres administratifs, parce que, bah oui, comment tu fais pour être acteur de ton propre changement quand tu ne connais pas tes droits Sécu, quand tu ne connais pas tes droits par rapport aux droits du travail. Ou alors quand tu es en arrêt maladie, que tu touches que la moitié de ton salaire et qu'à la fin du mois, tu ne sais pas bien comment tu vas payer ton loyer. Voilà, comment tu fais pour être aussi acteur de ton propre changement, quoi, dans ces cas-là. Donc voilà, une des missions, c'est ça. Et puis l'autre, c'est pour les personnes qui, suite à la maladie ou à l'accident, ne peuvent pas reprendre le travail qu'ils faisaient avant, bah, ça va être de les accompagner pour réenvisager du coup un autre emploi et une reprise de travail. Alors il y a eu 18 années à essayer de tenir ce challenge de remplir ces missions-là. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens en arrêt de travail. Le problème, c'est que les droits, les dispositifs sociaux, ils sont de plus en plus complexes, que les moyens d'y recourir sont de plus en plus compliqués. Le problème aussi, c'est que dans les services publics, les administrations, il y a de moins en moins de personnel pour étudier et même pour informer sur ces droits-là. Mais en fait, surtout, le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens en arrêt à cause du travail, quoi. Parce qu'ils tombent à cause du travail. Ils sont tellement dans des conditions invivables qu'en fait, ils s'écroulent. Et que moi, au milieu de tout ça, il y a des moments où je ne savais plus trop comment faire, quoi. Alors, dans les moments où j'ai des baisses de niaque, quoi, où je ne sais plus trop comment avancer, moi, mon refuge, c'est la lecture. Et surtout la littérature jeunesse. Alors, j'ai 2 enfants et un jour, ma sœur Pauline a offert un album à mes gosses. Et c'est là que j'ai rencontré... et là, Claude Ponty est arrivé dans nos vies. Et c'est là que j'ai rencontré Okilele. Alors ce soir, ce dont on va parler, c'est du travail, de la Sécu, du métier d'assistante sociale et la grande danse de la joie joufflue. Donc du coup, je commence à travailler. Alors, qu'on se le dise, c'est sécurisant de bosser à la Sécu. Bah oui, parce que quand même tu rentres à la Sécu, tu sais que tu as un emploi qui est garanti jusqu'à la retraite si tu as envie. Tu as quand même un salaire qui n'est pas dégueulasse, tu as des avantages sociaux qui sont intéressants. Voilà, c'est sécurisant à ce niveau-là. C'est sécurisant aussi parce que moi, quand tu as 22 ans, je me retrouve... quand des gens arrivent dans mon bureau et déposent tout ce qu'ils vont déposer, je suis bien contente de pouvoir m'appuyer sur tout mon attirail de droit Sécu, des prestations de la Sécu, et mon attirail de méthodologie de travail social. Quand il y a Nicole, par exemple, qui arrive dans mon bureau et qui s'installe, qui se pose et qui... Nicole, elle a 2 enfants, qu'elle élève seule, 2 ados. Et puis quand je la rencontre, en fait, ça fait plusieurs mois qu'elle est en arrêt pour une dépression sévère. Et quand elle arrive dans mon bureau, elle s'installe, et là, elle sort de son sac à main des tas de factures. Il y a des enveloppes qu'elle n'a même pas ouvertes. Elle me pose tout ça sur le bureau. Et elle me dit, mais moi, j'y arrive plus. Je sais plus par où prendre les choses. J'y arrive plus. Donc là, moi, je suis bien contente de pouvoir sortir mon dossier de demande d'allocation logement qu'on va remplir ensemble pour qu'elle puisse avoir une aide pour payer son loyer. Le dossier de demande d'aide de couverture maladie universelle, pareil, qu'on va remplir ensemble pour qu'elle ait une aide pour payer ses soins. Je prends mon téléphone, j'appelle le service RH de sa boîte pour vérifier si elle a une prévoyance, pour compléter ses indemnités. Et puis, pour finir, je remplis une demande d'aide financière pour qu'elle ait un coup de pouce pour faire ses courses à la fin du mois, quoi. Je gère, quoi. Je contrôle. Ah, mais tu sais, moi j'ai l'impression d'être Zia dans les merveilleuses cités d'or où je suis là pour résoudre des énigmes et délivrer les opprimés à bord du Condor de la Sécu, quoi. Je kiffe. Donc je gère. Et donc je travaille. Je me le répète souvent. Je travaille. Alors il y a eu un certain nombre d'années où je me le répétais comme s'il fallait que je m'en persuade. Oui, parce que je suis une femme où la valeur du travail des femmes n'a pas
n'est pas toujours la même que celle des hommes. Je crois qu'on arrive bientôt au moment dans l'année où, voilà, du coup, les femmes travaillent gratuitement, hein, si on compare les niveaux de rémunération. Je suis assistante sociale. Bon, comme métier, on sait tous quand même bien que c'est un métier à vocation, quoi. C'est un petit supplément d'âme. Et je travaille à la Sécu. Je vous rappelle les sketchs de Coluche sur la Sécu, on y travaille à la Sécu. Enfin, donc je crois qu'il y a de ça qui fait que pendant longtemps, je me le répète, je travaille. Il y a quelques années, je me suis séparée du papa de mes enfants, et à ce moment-là, je les avais en garde tout le temps, il les récupérait un week-end sur 2. Et puis, c'était il y a 2 ans, quand j'ai fait cette formation Monte ta conf, j'ai demandé au papa de mes enfants s'il pouvait récupérer les enfants le jeudi soir au lieu du vendredi soir, pour que je puisse aller faire la formation. Il m'a répondu, moi je peux pas, moi je travaille. Oui, moi aussi. En tout cas, le travail me travaille depuis un certain nombre d'années. Du coup, ça fait quelque temps où je vais voir un peu ce qui se dit dans ceux qui travaillent sur le travail. Et par exemple, il y a Danielle Linhart, qui est sociologue du travail, où pour elle, la définition du travail, c'est que c'est une activité sociale qui contribue à répondre aux besoins d'autrui à partir d'une compétence, d'un savoir, d'un rôle social qui va définir des droits et des devoirs. Et ce rôle, il n'est pas construit, il ne dépend pas des particularités de chacun, mais il se caractérise par des manières de faire qui sont construites collectivement. C'est ça, sa définition du travail. Il y a une autre personne qui, du coup, moi, m'a aidé à comprendre certaines choses sur le travail, c'est Christophe Dejour, qui est un psychiatre, psychanalyste du travail. Christophe Dejour, c'est peut-être un nom que vous avez entendu parce qu'il a été l'expert appelé à l'affaire des suicides à France Télécom, là, qui s'est tenue il y a 2 ans, je crois. Christophe Dejour, c'est lui qui a été un des initiateurs d'un courant qui s'appelle la psychodynamique du travail, et du coup qui a travaillé sur ce qu'est le travail. Et lui, sa définition du travail, il la pose comme ça. Lui, il dit que travailler, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou bénévole, d'une activité domestique ou professionnelle, d'une activité de manœuvre ou de cadre, du public ou du privé, de l'industrie ou des commerces, de l'agriculture ou des services. Travailler, c'est mobiliser son corps, sa personne et son intelligence pour une production ayant valeur d'usage. C'est-à-dire pour produire quelque chose qui va être utile à la société, utile à l'autre. Et dans sa définition, du coup, dans comment il approche et il accroche le travail, pour lui, il y a 4 éléments clés qui vont structurer le travail. Où le premier élément clé, ça va être les règles de métier. Non, je vais y mettre là. Sinon, il ne va pas se voir et c'est important, les règles de métier. Les règles de métier, c'est toutes les ficelles du métier. C'est le jargon professionnel qu'on emploie dans ce corps de métier. C'est les techniques. Ça va être aussi l'éthique qui a cours dans ce métier-là. Ça va être aussi toutes les règles sociales qui ont lieu, qui ont cours dans ce travail. Alors par exemple, moi, quand les gens... comment il m'en parle, c'est ce pâtissier qui disait que pour lui, ce qui était important au travail, c'était de respecter les façons de faire les pâtisseries qui lui avaient été transmises par son maître d'apprentissage. Ou alors c'est alors AMP, on ne dit plus comme ça, aide médico-psychologique, je ne sais plus le nouveau terme, mais elle, ce qu'elle me disait, c'est ce qui était important pour elle, c'était qu'elle partageait des valeurs communes avec ses collègues. C'est cette ouvrière en horlogerie qui mais moi, ce qui est important pour moi, c'est que je contribue aussi à transmettre ces savoir-faire de la région, là, de la Franche-Comté, où il y avait toute une culture et tous des savoir-faire particuliers par rapport à l'horlogerie. Le deuxième élément clé qui va structurer le travail, ça va être le collectif de travail. Ah, comme ça, vous la voyez. Alors, le collectif de travail, c'est là où s'élaborent les règles de métier. C'est-à-dire, c'est l'espace où on parle du travail réel. C'est là où on se discute et on vit
de comment on accueille les nouveaux, comment on accompagne ceux qui partent. C'est l'espace où on va développer ces échanges sur comment on s'empoigne cette prescription qui nous est donnée là, de réaliser un travail, comment on s'en empoigne collectivement pour pouvoir le réaliser. Alors par exemple, c'était cet ouvrier en métallurgie, lui il me disait, mais moi ce qui était important pour moi dans mon travail, c'est que, en fait, quand on se retrouvait à la pause avec les copains, et ben chacun s'enquérait de savoir comment va l'autre. Puis les enfants, ça va à la maison en ce moment, je sais que c'était dur pour toi. Et puis, justement, celui qui est un peu en galère en ce moment, et ben, on avait toujours une attention sur la chaîne pour que on lui fait des coups de main quand il y avait besoin, quoi, quand il n'arrivait pas trop à tenir la cadence. Ou alors c'est cette éduque qui disait que ce qui était important pour elle dans le collectif de travail, c'est qu'elle se sentait protégée par ce collectif de travail. Elle savait que le jour où elle se trouvait en difficulté avec un gamin, elle pourrait en parler avec ses collègues pour que ça puisse être aussi un problème collectif et que chacun, en coopérant, y trouve une solution. Le troisième élément clé qui va structurer le travail, c'est tout ce qui touche à la construction de l'identité. C'est-à-dire qu'on arrive au travail, on y vient avec ce qu'on est, et le travail il va avoir une influence, un impact sur ce qu'on devient. Ou c'est aussi par ce qui nous nourrit au travail, par rapport à l'effort qu'on y apporte, qu'on y met, on va être nourri de ce que ça va nous apporter, ça va construire notre identité. Alors par exemple, il y avait cette banquière qui me disait, mais moi au travail, ce qui était important, c'est que j'existais par mon travail. Moi, les challenges qu'on me fixait par rapport à ce que je devais faire dans mon travail, de les réussir, c'était pour moi une réussite personnelle, j'existais par ça. Le travail, ça peut être un espace d'épanouissement, d'autonomie, de liberté. C'est ces mots-là que les gens ils emploient dans le bureau quand ils parlent du travail. Alors ça, c'était surtout dit par les femmes, justement. C'est quelque chose que j'ai pu voir dans mon expérience. Et puis le quatrième élément clé qui va structurer le travail, c'est la reconnaissance. Alors la reconnaissance, ça va être à la fois la reconnaissance de l'utilité du travail qu'on produit, alors l'utilité économique, mais ça peut être aussi l'utilité sociale. Et cette reconnaissance, elle peut être apportée par les supérieurs hiérarchiques, mais elle va être aussi apportée et nourrissante par la reconnaissance des collègues ou par les clients. Ça va être aussi le jugement de beauté qui va être porté par les collègues, par exemple, sur le travail qu'on a produit. Alors moi, par rapport à la reconnaissance, moi ça me fait penser à mon papa qui, quand il avait une reconnaissance que les meubles qu'il fabriquait étaient beaux, ça le nourrissait, ça se voyait. Et que l'histoire de la coopération, c'est que ces 4 éléments clés qui structurent le travail, en fait, ce n'est pas des éléments dissociés. C'est parce que dans une situation de travail, chaque endroit est nourri par la coopération de l'ensemble des gens qui constituent une équipe, que du coup, ça va fonctionner. On va être dans un travail qui va être sain pour la santé. Alors du coup, pour les gens qui tombent en arrêt, qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça ? Par exemple, moi, quand il y a Cédric qui arrive, alors Cédric, il est charpentier. Quand je le rencontre, il a 42 ans, il a 3 enfants. Et quand je le rencontre, en fait, ça fait 2 ans qu'il est en arrêt parce qu'il est tombé d'un toit. Donc il a eu des fractures aux chevilles, aux genoux, aux hanches, au niveau du dos. Et puis il a eu les poignets brisés, quoi. Et donc quand il arrive dans mon bureau, lui, il arrive avec ça. Lui, ce qu'il me dit, c'est « Moi, je me sens inutile, je me sens incapable, je peux même plus faire mon bois, je peux plus sortir, je peux plus aller faire du vélo avec mes filles, ce que j'aimais faire. Je me sens seule. Et vous vous rendez compte, ça fait 12 ans que je bosse pour ce patron. Ça fait 12 ans. En 12 ans, j'ai jamais refusé de faire des heures supplémentaires pour terminer un chantier. J'ai jamais rien refusé. Quand il fallait aller vite, que du coup on ne montait pas tout l'échafaudage, parce qu'il fallait gagner du temps, j'ai jamais rien dit. Et là, ça fait 2 ans que je suis en arrêt de travail. Mon patron ne m'a jamais passé un coup de fil.
savez, c'est lourd.